Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le véhicule que je vous présente, vous l'avez déjà vu, sans doute, parce que vous avez regardé la vidéo qu'on a fait au Japon. Eh bien, c'est le nouveau Subaru Forester. Moi, ça fait quand même un bon petit bout de temps que je l'ai essayé, mais je suis content d'avoir passé la semaine avec le véhicule pour vous sortir des petits points forts, des petits points faibles. Mais si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, là, allez le voir, je vous mets un lien dans les cartes. Très important de regarder celui-là avant celui-ci, mais quand même, je vais vous faire un petit résumé. Donc, complètement redessiné le nouveau Forester pour 2019, une motorisation 2.5 litres, un petit peu plus puissante. On va avoir le fameux système EyeSight de Subaru qui continue et on a ajouté un système qui va reconnaître le conducteur et ça, c'est quand même très intéressant. Même chose aussi pour la fatigue, même chose pour l'attention. Si jamais on détourne les yeux, eh bien ce système-là, le Driver Focus System qu'on appelle, très intéressant. Malheureusement, pour les amateurs de performance, la motorisation 2 litres turbo compressé, c'est terminé. Même chose aussi pour les transmissions manuelles. Je vous fais une vidéo vite aujourd'hui. Je commence avec les points faibles, les points forts du Subaru Forester. Eh bien, les moins, c'est plate. Ceux-là qui est amateurs de performance, eh bien, vous allez être déçus. Et ceux-là qui sont amateurs de drift, un peu de neige aussi, vous allez être déçus parce que malheureusement, on ne peut plus du tout enlever complètement les systèmes de traction, les systèmes de stabilité. Et ça, c'est quand même dommage. Fait que quand on va avoir un peu du fun comme on avait en mode rallye, parce que veut pas, l'héritage de Subaru, c'est ça. Hein? Ben, oubliez ça. Même si le système nous en permet, il reste quand même assez intrusif. Un autre petit point faible que j'ai pas trippé nécessairement, c'est le fameux mode SE Drive. Ici, sur le modèle premier qu'on a, eh bien, on n'a pas nécessairement le mode Sport Sharp, mais on a un S ou un I. Ça change pas grand-chose, mis à part un peu la réactivité du véhicule. Mais tant qu'à mettre un mode Sport, s'il vous plaît, il faut le mettre là pour vraiment là, que ça dégage, comme on dit. En accélération, eh bien, on ne s'est pas vraiment amélioré de ce côté-là. La sonorité moteur est pas vraiment impressionnante. Et du côté puissance, on est un peu juste. C'est pas une motorisation qui est très puissante. On a le X-Mode 2.0. Ça, c'est intéressant. Mais est-ce qu'on aurait pu en donner plus? Je crois que oui. Avec ce système-là, on aurait vraiment pu avoir un full lock qu'on appelle là, vraiment ultra réactif. Donc, au lieu d'avoir juste la possibilité de passer en X-Mode 2.0, puis qu'en réalité, ça l'enlève juste un contrôle de traction, j'ai quand même donné mes commentaires aux ingénieurs. J'aurais voulu quelque chose vraiment là, qui verrouille la CVT pour une vitesse quand même ultra lente, mais avoir de la révolution moteur pour être capable vraiment de gravir des obstacles encore plus gros, mais avoir vraiment là, à peine un quart de tour de roue de dérapage, puis après ça qu'on ait du mordant. Fait que tant qu'à faire un modèle avec X-Mode 2.0, ben, aussi mal le faire très agressif. Hein? Et ce qui est dommage, c'est que c'est disponible uniquement avec la version sport en montant, alors que c'est une petite programmation. On aurait pu le mettre sur le véhicule de base. On a quand même aussi pas mal de fading au niveau du freinage. Donc, si vous attachez une remorque en arrière, je vous le dis tout de suite, même le manuel du propriétaire recommande des freins électriques et vous allez peut-être passer au travers assez rapidement. Cependant, si vous prenez le modèle sport et plus, les freins sont plus gros à l'avant. Mais encore là, je vous le dis tout de suite, c'est pas infaillible. Donc, faites attention aux entretiens aussi avec le temps. Et un autre petit point négatif, là, il faut vraiment être très difficile. Hein? Matt est vraiment en train de chercher fort pour des points faibles au niveau du Forester. L'éclairage de nuit, les phares OLED, on a vraiment une coupure qui est très drastique entre les basses et les hautes. Donc, si jamais vous voyez pas grand-chose, vous mettez les hautes, paf, ça l'éclaire énormément. Puis quand vous repassez aux basses, vous vous dites, voyons, tabarouette, ça l'éclaire, non, ben pas. Et au moins, les phares anti-brouillard font quand même un bon travail là-dessus. Du côté des plus, cependant, eh bien, la visibilité, surtout quand je prends place à bord du véhicule comme celui-là, je regarde tout partout, c'est des espaces vitrés. En avant, super gros essuie-glace. En arrière, super gros essuie-glace. Peu importe où est-ce que je vais tenter de regarder en mode angle mort, je vais voir et c'est ça aussi la sécurité. Faut pas oublier qu'on a le Driver Focus System que je vous parlais qui est disponible en option, qui va reconnaître mon visage et si jamais pour une raison X, je détourne l'attention, je vais avoir un bip qui va me dire « Hey, regarde en avant, Matt, t'es distrait ». Et je dois avouer que ça fonctionne même avec les lunettes fumées. Ça fonctionne même lorsqu'il va être un petit peu plus tard le soir. Et ce système-là aussi, l'avantage qu'il va avoir, c'est qu'il va reconnaître quel conducteur prend place à bord et va ajuster le véhicule en fonction donc des sélections qu'on va avoir fait. Faut dire aussi que le système multimédia, belle amélioration. Nous autres, on a vraiment le gros écran à l'intérieur de celui-ci. Donc, ça fait la job, c'est rapide, c'est efficace. Tantôt, bon, je l'ai dit X-Mode, point négatif, mais X-Mode, c'est quand même positif, là, parce qu'on a été capable, dans les tests diagonaux, de vraiment démontrer l'efficacité de celui-ci. Si on n'enclenche pas le système, on va laisser beaucoup plus patiner. Faut pas oublier que c'est un 60-40 en traction intégrale symétrique, mais encore là, avec le X-Mode, on se sent beaucoup plus apte à aller en mode hors route. Aussi, le régulateur de descente
actif, ça va donner un bon coup de main pour pas déraper. Et parlons-en, les capacités en route de ce véhicule-là sont impressionnantes. La suspension est tellement smooth au-dessus des chaos, au-dessus des routes, là. Et ça, en passant, c'est Québec Approve, là, ce véhicule-là. C'est ni de poule, ni d'autruche, ni de pérodactyle, tout ce que vous voulez. Regardez aussi l'épaisseur de flanc de pneus qu'on a. Je vous le dis tout de suite, c'est smooth et vous allez être capable de vous rendre loin aussi en mode hors-route. Du côté de la traction intégrale, ce qui est intéressant, bon, c'est que c'est disponible de base sur le véhicule, pas besoin de payer de frais supplémentaires pour accéder à ce package d'options-là et ça ne lâchera pas. On a peut-être même poussé un peu trop le véhicule dans nos tests diagonales, vraiment dans une situation où est-ce qu'on n'avait pas la traction favorable. On pousse. Il y a des véhicules qui me lâchent habituellement au bout de quelques secondes et ça me dit, oups, la traction intégrale n'est plus disponible avec Subaru. Paf! C'est là en tout temps. On roule, on chauffe, on en donne, c'est là en tout temps. Et vous allez pouvoir compter sur elle à 10 km/h comme à 180 km/h. Ben là, rendez-vous pas là, à moins que vous ouvrez une manche de rallye. Hein. Mais je vous le dis tout de suite, elle est prévisible et elle est efficace. Et ça, on aime ça. L'espace cargo à l'intérieur, gros point majeur. À l'arrière, le coffre est littéralement immense. Et il y a quand même des menus cool aussi, dépendant du groupe d'options que vous choisissez. Donc, directement dans l'écran ici, qui vous permet de voir la météo, de voir l'angle, de voir la consommation. Mais c'est comme un peu compliqué avec les boutons. Là. Il y en a plusieurs pour changer ce menu-là, changer le menu au centre. On aurait pu simplifier aussi la patente. Pour le reste, le système EyeSight, c'est gros, mais c'est très cool à avoir. C'est un très beau système de sécurité. Parlons prix maintenant. Le modèle de base, oui, c'est beau, bon, pas cher, mais écoute, ça vient encore avec des roues en acier. Je pensais plus qu'il n'y avait aucun manufacturier qui faisait ça. Ça vient aussi avec des freins plus petits, pas nécessairement de phare anti-brouillard. Il manque des ports USB à l'arrière et la radio va être vraiment cheap. Préparez-vous. Mais on est quand même capable d'offrir le véhicule sous la barre des 30 000 $ entre guillemets, là, parce que transport, préparation, taxes, blablabla. On parle de 29 835 $. La version Sport, qui est probablement la plus belle selon moi, va coûter 36 835 $. On va avoir l'écran 8 pouces. On va avoir quand même aussi des petites distinctions qui font que ce véhicule-là est encore plus plaisant à l'œil. Et si jamais vous voulez le modèle premier full équipe comme on a présentement, 41 335. La version que je vous recommande, c'est celle-là à 33 635. La version commodité. Et prenez aussi la fonction EyeSight. Donc vous allez voir, c'est quand même un élément de sécurité intéressant avec le véhicule. Côté consommation d'essence, on parle de 9 litres au 100 en ville. Lorsqu'on va être sur l'autoroute, 7.2. C'est pas le meilleur, c'est pas le pire. Ça peut être acceptable, mais si vous vous mettez à peser sur le champignon de ce petit cataplat-là, vous allez voir que ça va tirer du jus avec le siphon, OK? Mais si vous voulez remorquer aussi, c'est 1500 livres maximum, peu importe quel modèle, mais dans le manuel du propriétaire, frein électrique recommandé. Donc, frein électrique, contrôleur de frein qu'on doit rajouter. Et je vous dis tout de suite, gare au frein avant. Préparez-vous, faites attention dans les côtes. Si vous surchargez le véhicule, vous n'allez pas trouver ça trippant. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de compétition présentement dans ce segment-là et je vous énumère mes recommandations, mes préférés. On commence avec le Mazda CX-5. Si vous êtes amateur de performance, de qualité de conduite, mais comparativement au Forester, la suspension, c'est très, très sec hein, dans les chaos l'hiver. Puis justement, réduisez un peu le diamètre de vos pneus en hiver parce que sinon, vous allez goûter. Votre Kiro va vous adorer, mais vous, votre dos va vous en parler quand même assez longtemps. Mais pour le reste, technologie efficace au niveau des motorisations Skyactiv, version turbo signature, crayonne le luxe. Beaucoup plus le Forester, mais on n'a pas les mêmes aptitudes en route, ça je vous dis tout de suite. De Toyota RAV4, on a travaillé énormément. Et là, il y a tellement de panoplie de versions qui est incroyable. Avant, je disais que le Forester était la machine ultime de route, c'est vrai. Il y a une belle garde au sol, très agressif, X-Mode. Mais là, le RAV4 arrive avec la version TRD Off-Road, une version Trail. Donc, on a hâte de le mettre à l'essai et de vous démontrer quand même ses capacités qu'on va faire dans le test diagonal. Ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais ça reste que c'est le king de l'économie d'essence, surtout avec la version hybride qui est disponible pour ce véhicule-là. Si jamais vous choisissez le Honda CR-V, eh bien là, beaucoup d'espace à l'intérieur, belle configuration, belle ergonomie. Mais faites attention, j'ai fait une vidéo sur les motorisations turbo. À long terme, ça coûtait cher, ça coûte du bidou. Subaru, ils l'ont peut-être compris aussi en retirant la version XT. C'est une version qui demandait beaucoup d'entretien et que c'était pas nécessairement donné non plus.
Faut dire que Honda non plus donne pas de nouvelles présentement à l'heure où est-ce qu'on a fait le vidéo sur ce problème-là. Peut-être que ça l'aurait évolué, mais de toute façon, je vous encourage à me partager vos commentaires sur le CR-V si jamais vous avez le problème de mélange d'huile essence là aussi de votre côté. Pour le reste, le Volkswagen Tiguan, la 4Motion, une traction intégrale, mais performance, précision, je l'aime bien. C'est le côté feeling de conduite aussi qu'on a avec le Tiguan, le look aussi qui est très intéressant. Et vraiment, si vous aimez les Allemands, ben, le Tiguan, là, il reflète ce caractère-là du côté conduite. Faites attention maintenant au véhicule Jeep Cherokee. Oui, on l'a changé complètement. On a eu du fun hors route. On a eu du fun à faire les tests diagonaux sur la neige, et ainsi de suite. Beaucoup de modes de sélection. Côté hors route, pas de problème. Fiabilité à long terme, j'ai hâte de voir. Sonorité de moteur qui est ouh. Et c'est la même chose aussi pour le Jeep Compass. Des belles versions cependant, mais tabarouette à la longue, ça a l'air que c'est pas fiable. Puis ça, c'est Consumer Report qui le dit. Protégez-vous, CEA, tout ce que vous voulez. Donc, j'ai hâte de voir si on va s'améliorer aussi de ce côté-là pour rehausser notre cote. Donc, si jamais vous choisissez ces véhicules-là, c'est un bémol. Maintenant, le Subaru Forester, vous voulez partir à l'aventure, c'est le choix optimal. Je vous le recommande aussi, il fait partie de ma liste, donc n'ayez crainte avec celui-ci. Pour le reste, si vous avez des questions, commentaires ou quoi que ce soit, c'est en bas que ça se passe. Pouce en l'air sur cette vidéo-là. Abonnez-vous à Question Auto, mais aussi Car Question, accélération, test diagonal et une nouveauté que le Forester, on avait beaucoup confiance. On l'a fait à reculons. Ça, c'était complètement crazy là, quand j'étais derrière le volant. Je me sentais un peu bizarre, puis je voulais surtout faire attention au pare-choc en avant. Mais allez voir ce que ça donnait. Je vais vous mettre quand même les liens aussi dans la description et en carte. Et préparez-vous, vous allez être surpris de cette traction intégrale-là. Je vous dis à la prochaine à une autre vidéo de Question Auto.